Militante engagée en faveur des droits de l'homme, elle est la première femme à exercer le métier d'avocat au Cameroun. Nous recevons dans cette nouvelle émission du moment de vérité Maître Alice Com. Ses positions politiques sont connues. Elle milite en faveur du départ à la retraite du président Biya. Mais en fil conducteur de cet entretien, nous évoquerons les récentes décisions du Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux préélectoral. Mais avant de démarrer, le portrait de Maître Alice Com que signe Elodie Tchoumou. Et on se retrouve juste derrière pour lancer avec l'entretien. Première femme avocate du Cameroun, elle fait du droit civil et du droit des femmes ses leitmotiv. Maître Alice Com, du haut de ses 80 ans, est une figure incontournable dans l'univers juridique national et international. Née à Poudcak, dans la région du littoral Cameroun, la jeune Alice rêve d'un monde où règne la justice. Elle fait ses études au Cameroun, puis en France et revient au Cameroun. C'est à l'âge de 24 ans qu'elle fait son entrée sur scène dans sa profession. On est en 1969, à l'aube de sa carrière. Elle défend littéralement la cause des plus faibles. Face aux victimes des violences policières, aux discriminations et devant les droits des veuves et des orphelins, la jeune avocate ne replie pas. En février 2003, Maître Alice Com crée l'ADEFO, l'Association pour la défense des homosexuels du Cameroun. Une action qui dérange et pourtant un combat auquel elle tient. Alors, elle subira des menaces de mort. Outre les attaques et intimidations, elle sera sous la menace permanente de la radiation. Jusque-là, elle ne fera pas une croix sur la communauté LGBT. Une lutte qui lui a valu d'être classée parmi les femmes africaines les plus fascinantes en 2012 par le magazine américain The New Yorker. Suivie en 2014 d'une récompense de la section allemande d'Amnesty International pour son travail de promotion des droits des homosexuels en Afrique. Un combat jugé par certains comme étant une abomination dans une société africaine en perte de repères. Mais pour l'avocate, quelqu'un doit faire ça. Fidèle à son combat pour les droits de l'homme, Maître Alice Com s'insurge contre l'interdiction des activités et la suspension des organisations de la société civile, au rang desquelles s'inscrit le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, dont elle est la coprésidente du conseil d'administration. À l'aune des échéances politiques dans son pays, elle crie douleur devant le verdict du Conseil constitutionnel pendant le contentieux préélectoral. Face à cela, elle appelle toutes les forces vives à se mettre en branle pour le changement. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, école de commerce et de gestion. SAO Polytech, école de technologie et d'ingénierie. SHS, école des sciences biomédicales. EXA, école supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir. Bonjour Maître Alice Com. Bonjour Kevino. Ravi de vous retrouver. Bah, moi aussi. Vous avez dit d'entame que vous êtes en colère. Oui, je suis en colère. Pourquoi? Vous ne devinez pas? Un tout petit peu, mais... En colère contre le Conseil constitutionnel. En colère contre ceux qui l'ont instrumentalisé pour asséner un coup de massue à la démocratie, à la veille d'une élection présidentielle de tous les dangers, mais aussi qui aurait pu être porteur de tous les espoirs des Camerounais, espoirs de changement. Avant de parler de cette colère qu'on évoquera naturellement longuement tout au long de cette émission, parlons un tout petit peu de vous quand même. Je l'ai dit d'antan, vous êtes la première femme à exercer le métier d'avocat au Cameroun. Mais mes recherches ont permis de constater que vous n'êtes pas la première avocate inscrite au barreau du Cameroun. Parce qu'avant vous, il y a une certaine Myriam Oueladji, inscrite au barreau du Cameroun, je crois en 1968. Sauf que vous commencez à exercer le métier d'avocat avant elle, en 1969.
Mhm. C'est bien ça, C'est ça. Maître Alice. C'est ça parce qu'elle, elle était dans la zone anglophone D'accord. et les procédures n'étaient pas encore les mêmes et les lois aujourd'hui n'étaient pas les mêmes et on n'avait pas de barreau non plus. Effectivement. Elle était donc du côté anglophone. À avec Limbé, la plus commande- précisément. Voilà, voilà. Et moi du côté francophone et on avait très très peu de contacts ensemble. Et d'ailleurs, à cette époque-là, ils avaient leur cour suprême. Ils avaient vraiment... la justice était une justice de la common law et une justice du droit Napoléon, francophone. Donc on peut considérer que c'était deux Camerouns législatifs, juridiques, différents. Elle est malheureusement décédée en mars Hélas, la 2020, pauvre 2020. Mrs. Welleji, elle était d'ailleurs le correspondant de notre étude de ce côté là-bas, quand on avait des affaires de clients qui habitaient là-bas, qui résidaient là-bas, ou qui étaient convoqués là-bas. Et c'est elle qui était notre correspondant et qui défendait nos clients là-bas. Ce n'est Et que tout- vice-versa. ce n'est que tout récemment que j'ai appris que vous avez exercé, vous avez eu un cabinet dans la ville de Nkonsamba. Bien sûr. J'ai repris un cabinet. En Kongsamba, à l'époque, il faut que je vous dise, il y avait 2 avocats français, point barre. Il n'y avait pas d'autres. Il y avait Maître Vidal et Maître Beaufils. Et au départ de Maître Vidal, il m'a proposé de reprendre son cabinet, ce que j'ai fait volontiers, parce que j'avais commencé comme secrétaire d'avocat. Il n'y avait pas d'avocat stagiaire. Vous commenciez comme secrétaire d'avocat. Vous étiez comme n'importe quel avocat, mais vous n'aviez pas la responsabilité d'une étude. Et donc, j'ai commencé là-bas. Et comme je plaidais les affaires pénales, vous savez, les affaires pénales, ça se plaide. On ne rédige pas les conclusions. On plaide. Eh bien, je ne voulais pas drainer toute la clientèle dont je m'étais occupée dans le cabinet qui m'avait accepté, parce que je trouvais que ce n'était pas honnête. Et donc, j'ai commencé mes premiers pas d'avocat avec un cabinet en Kongsamba. Mais Kongsamba relève de la cour d'appel du littoral à Douala. Donc, je plaidais le matin comment on appelle ça, en Kongsamba, et le soir ici. À Douala. À Douala. Cheval entre les deux villes. Entre les deux villes. Début de oui, c'est ça, mais la même cour d'appel. Effectivement. Parce que quand on jugeait mes clients en Kongsamba, eh bien, s'ils faisaient appel, c'est Douala qui était compétent. Tout à fait. Pour continuer. Parlons de l'actualité. On reviendra, comme je l'ai dit, sur le contentieux préélectoral qui vient juste d'être vidé par le Conseil constitutionnel. Mais vous, personnellement, vous faites l'objet d'un procès oui. contre l'État du Cameroun pour Brix de Sélé et autres. Le procès s'est ouvert en avril dernier au niveau du tribunal de première instance de Bonanjo. Qu'en est-il, Maître Alice Com? Pourquoi est-ce que l'État vous poursuit? L'État me poursuit parce que Monsieur le préfet a considéré que, m'ayant convoqué sous couvert de la chefferie traditionnelle du canton belge, ça c'est sous son magistère de Minat, eh bien, sa convocation m'est arrivée avec beaucoup de retard. Donc, je n'ai pas pu déférer à sa convocation. Parce que ma convocation, on me cherchait dans le gros sac de canton belge. Vous comprenez, on ne m'a pas trouvé. Et je trouvais ça... D'abord, ce n'était pas possible. J'étais engagée dans un programme. Je suis quand même avocat, j'ai des devoirs vis-à-vis de mes clients, j'ai des audiences vis-à-vis des tribunaux où je dois plaider, etc. Je ne pouvais pas être à cette convocation. Et donc, j'ai fait un mot d'excuse à monsieur le préfet pour lui dire que je ne pouvais pas venir. Parce que sa convocation n'était pas bien adressée et que mes bureaux d'avocats sont juste en face des siens à Bonanjo. Et que j'y suis depuis plus de 50 ans. Et que je ne comprenais pas que monsieur le préfet ne connaisse pas ces élites. Qui n'ait pas ces informations. Parce que moi, je travaillais beaucoup en très bonne collaboration avec tous les préfets, les sous-préfets, les inspecteurs fédéraux, qu'il n'a peut-être pas connus, et les gouverneurs, à Bonanjo, en bon voisinage. Donc je ne comprenais pas ce préfet qui me convoquait sous couvert de la chefferie supérieure du canton belge. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas déféré à sa convocation, mais je lui ai envoyé une lettre explicative et je l'ai prié de bien vouloir à l'avenir considérer que je ne suis pas vraiment au chômage, même si malheureusement la plupart de mes compatriotes, sous le magistère du président Biya, sont au chômage. Mais moi, je ne l'étais pas parce que moi, je suis un pourvoyeur d'emploi. Je ne suis jamais demandé un emploi nulle part.
Et donc, qu'ils me veuillent bien respecter les délais qui sont respectés même au tribunal. Le tribunal ne peut pas vous convoquer ce matin pour maintenant, sauf dans des cas spécifiques où seuls les intérêts matériels sont en jeu en matière de référé. Et on vous dit, oui, référé d'heure à heure. Vous avez la possibilité de changer. Donc, monsieur le préfet a estimé que je venais de commettre un crime de lèse-majesté. Comment je n'ai pas pu courir dans ces conditions pour répondre à son invitation? Donc ça n'a rien à voir avec les briques de scellés au siège non, du REDAC? mais moi, oui, non. Alors, il me convoque et quelques temps après, un lundi matin, je trouve que on a scellé le REDAC. Le REDAC, c'est le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. On couvre 8 pays. Lundi matin, on m'appelle, j'arrive affolé. Tout mon petit personnel, qui sont des gens dévoués, qui sont dans l'activité à but non lucratif que nous sommes, qui se battent à nos côtés pour les droits de l'homme et une justice sociale. On les a mis à la porte, foutus dehors. J'ai trouvé qu'il y avait le sous-préfet, il y avait les policiers qui l'accompagnaient. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, nous avons reçu des instructions de notre hiérarchie. Ah, la hiérarchie est devenue un législateur. J'ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc j'ai pris le code pénal devant eux, je l'ai lu, et j'ai vu que le bris de scellé, c'est lorsque on a apposé légalement les scellés, qu'effectivement, on n'a pas le droit de les briser. Légalement, ça veut dire que, par exemple, il y a une autorité que la loi autorise. Parce qu'il faut une autorisation. Parce que pour situer ceux qui nous regardent dans le contexte, la position de ces scellés intervient suite à une décision du ministre de l'administration territoriale portant interdiction d'exercer dans un certain nombre d'organisations de la société civile. Parmi ces organisations, le REDAC, dont vous êtes président du comité, du conseil d'administration. Je suis co-président. Vous êtes conseil d'administration. Deux présidents. Il y a le président de la commission africaine des droits de l'homme qui est co-président avec moi. Comme il n'habite pas ici, généralement, il me donne tous ses pouvoirs. Et dont la directrice exécutive est Maximilienne Gombe. C'est juste pour... C'est ça, exactement. Alors, on trouve que c'est fermé. Donc, les délégués du REDAC qui sont des Gabonais, des Congolais et tout ça, tout le monde dehors. Hey, on s'était tellement battu pour que le siège du REDAC soit plutôt au Cameroun. On s'était tellement battu. C'était pas pour nous retrouver devant des situations honteuses comme celle-là. Qu'est-ce qu'il en est, maître? Est-ce que le REDAC est toujours fermé? Le REDAC est toujours fermé, Ben les sièges de Bali. On attend que monsieur le... Puisqu'ils ne veulent pas que je touche au scellé, qu'ils viennent toujours les enlever. Et comment vous faites pour vous mouvoir, pour travailler, pour assurer la défense de ces ils sont pour le moment vulnérables de la société? Oui, pour le moment, tout le monde squatte dans mes bureaux de Bali, qui sont le siège des associations comme Association pour la défense de l'homosexualité, où j'exerce mes activités associatives, où j'exerce les associations comme, je sais pas moi, Women, la femme électrice et le vol, comme maintenant, on est en pleine activité. Tout à fait. Voilà. Alors, Maître Alice Combes, revenons sur le fil conducteur de cette émission. Oui. Les verdicts rendus par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux préélectoral. L'une des décisions qui était très attendue par l'opinion publique nationale et internationale, c'était la suite que la bande à Clément Atangana allait donner à la requête introduite par le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Très rapidement, comment est-ce que vous avez accueilli le rejet définitif de la candidature du candidat du Manidem? Je dois vous avouer que je m'y attendais, mais tout en espérant secrètement, au fond de mon cœur, qu'il puisse me surprendre et qu'il puisse laisser ce Camerounais, ce digne Camerounais, avocat international du Cameroun, souvenez-vous, dans l'affaire Bakassi, c'est le président Biya qui l'a fait nommer pour défendre son pays. Il l'a fait un avocat brillantissime, compétent, patriotique. Il a gagné l'affaire de Bakassi.
sur les prétoires internationaux. Et voilà comment on le remercie. Vous imaginez ça? Pour moi, c'est un choc indescriptible, inacceptable, irrecevable. J'ai pris ça comme si on m'avait poignardé personnellement. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup de mal à digérer et à accepter. Mais venant d'un régime dont vous décriez les méthodes depuis plusieurs années, est-ce que vous vous dites qu'ils ont franchi le Rubicon? Ils ont franchi le Rubicon. Mais pour moi, ils l'ont franchi depuis longtemps. Hein. Quand il s'agit de Kamto notamment, c'est incroyable ce qu'ils deviennent fébriles. Ils sortent des gonds, ils sont prêts à assassiner ce pauvre. Ils sont prêts à tout pour éliminer Kamto. Et là, je pensais quand même qu'ils allaient lui laisser la possibilité, puisqu'ils sont tellement sûrs du bon travail, du bilan du monsieur Biya. 43 ans, il a plus d'atouts pour se faire aimer par le peuple. Il a 43 ans de bon bilan à présenter, j'espère. Eh bien, je pensais qu'ils allaient le laisser et que c'est à la fin qu'ils allaient instrumentaliser le Conseil constitutionnel au moment de la proclamation des résultats des élections et qu'ils vont le faire battre comme ils en ont les moyens. Ils sont dans tous les leviers de pouvoir, ils sont là. Et les organes qui font marcher ces organes-là sont les leurs. Et chacun est en mission commandée. Le droit Je croyais qu'on allait laisser au peuple l'illusion de l'exercice du pouvoir souverain dont on dit qu'ils sont détenteurs. Le pouvoir de nommer le président de la République pendant 7 ans, comme on a dû le faire pour Biya pour qu'il soit président. Ben non, c'était trop fort pour eux. Il fallait absolument humilier, blesser, rejeter, expulser le président, le professeur Kamto. Et ça passe pas dans mon cœur. Ça passe pas. Je ne leur pardonnerai jamais ça. C'est pour ça que vous dites jamais. Vous êtes en colère. Une colère noire qui peut me tuer. Hein. Non. Ah oui? Dites pas ça, mais... Non, parce que nerveusement, c'est difficile pour moi. Pour vous. Oui, parce que quand je n'ai pas donné de coups de poing, je ne vais pas... Ben oui, je ne vais pas... Je me prêterais volontiers au jeu si ça me rassure que vous avez encore quelques années avec nous. Oui, oui, vraiment. Non, vous savez, l'injustice déjà. Moi, je travaille au tribunal depuis 56 ans. Et je combats l'injustice. Je combats l'acharnement contre des citoyens qui n'ont pas les moyens de se défendre et qui risquent gros, c'est-à-dire ce qu'ils ont de plus cher, leur liberté, leur isolement par rapport à leur famille quand on les met en prison, la perte de leur dignité, leur liberté d'aller gagner leur petit pain et de manger. Je travaille là-dedans depuis 56 ans. Eh bien, je ne me suis pas du tout habitué à l'injustice. C'est très sensible. Et je ne peux pas. Question. Ça me touche plus que tout au monde. Je vous assure. J'en veux beaucoup au président Biya d'avoir fait ça. D'avoir laissé faire ça. Surtout que lui-même est candidat. Je pensais qu'il allait montrer beaucoup de respect pour ses compatriotes qui sont des candidats. À ce niveau-là, il n'a pas été capable de se mettre au-dessus de la mêlée pour dire non, laissez-le concourir. Le jeu sera franc, je garantis la liberté de l'élection. Je respecte le peuple, parce qu'après tout, c'est devant lui que je vais prêter serment quand je serai élu. Et c'est par lui que je serai élu. Ils me l'ont prouvé pendant 43 ans. Je crois que cette fois-ci aussi. Laissez au moins ce monsieur aller se présenter. C'est insupportable. Certains observateurs... C'est insupportable. Certains observateurs de la vie politique nationale pointent le doigt accusateur sur les collaborateurs du président de la République. Qui a nommé les... Non, je n'aime pas. La responsabilité, c'est pas ça. J'évoque le point de vue de ces observateurs. Non, ce ne sont pas des observateurs. Ils n'ont pas fait ils n'ont pas parcouru toute la ligne, toute la rangée des responsabilités. Ils sont étagés. Au-dessus, il y a monsieur le président Biya. C'est lui qui nomme. Nous, le peuple, nous le nommons par notre vote. C'est pour ça que normalement, il doit être responsable vis-à-vis de nous. C'est à nous qu'il rend compte. Mais il le fait tous les 7 ans. Il va venir nous dire, je suis beau, je suis bien fait, vraiment je suis gentil, revotez-moi. Parce que c'est comme ça, c'est une chaîne. Hein? Il est en haut, mais il est soutenu par le peuple en bas, qu'il a envoyé là-bas pour servir.
le peuple. Et c'est ça que les gens oublient beaucoup. Ils pensent que quand tu es devenu président, tu es devenu le maître de tout, tu es devenu le dieu de tout, tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux. Tu oublies qui t'a mis là. Et c'est pour ça que je me bats. Parce que je suis là pour rappeler à chaque fois qui a mis qui à cette place. Alors, mais d'après vous, Voilà. les éléments de droit évoqués, que ce soit par Elections Cameroun, le MINAT ou le Conseil constitutionnel, notamment la pluralité d'investiture au sein du Manidem, pour vous, c'est de la poudre de perlimpinpin? Non, ça c'est une parodie de justice qui est ridicule. C'est pas digne du pays de Paul Biya. Non. D'abord, c'est mal cousu, c'est mal monté. Non, mais franchement, vous avez tous les pouvoirs. Mais oui. Le scénario Yebga, Mais ils sont allés jusqu'à faire du faux. Pour moi, pénaliste, le faux est un délit, sinon un crime. On devrait poursuivre les gens qui ont fait ça devant les juridictions compétentes du pays. Pour qu'au nom du peuple, on les juge. Parce que c'est un foutage de gueule. Au moment où le peuple est en train de vouloir exercer ce pouvoir de nommer par son vote le président de la République, le premier Camerounais, les voilà qui sont dans des papiers en train de tricher, de frauder. Ça va être assis sur quoi la victoire du président Biya? Même pour lui-même. Ça va être assis sur quoi? Quand en Mondovision, la personne que tu as désignée pour aller défendre, vous dites qu'il ne sait pas faire le droit, il ne sait pas composer un dossier de candidature, vous allez faire croire ça à qui? À personne. Ni ici, ni ailleurs. Ailleurs, justement, vous qui travaillez beaucoup avec des organisations sur le plan international, est-ce que d'après vous, ces événements ne sont pas de nature à jeter du discrédit sur... C'est fait, c'est fait. Le Cameroun viole ses engagements internationaux tous les jours. Pour se maintenir au pouvoir de cette manière-là, c'est la loi internationale qui est en haut. Hein. C'est elle d'abord qu'il faut respecter. C'est-à-dire les droits humains, les droits des gens d'aller, venir, de choisir, etc. Vous le violez, tout le monde. Vous croyez que l'extérieur là-bas, ils sont idiots, ils sont fous, ils sont aveugles, ils ne savent rien, quoi. Vous avez fait votre coup là, c'est bon? Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon et ce n'est que le début. Ils seront informés et chacun dira là-bas ce qu'il sait. Malheureusement, les sanctions vont venir, mais contre le Cameroun. Oui. En 1982, à l'arrivée au pouvoir du président de la République, Paul Biya, on a eu un entretien il y a quelques années. On a dit que vous étiez de ceux qui étaient plutôt enthousiastes à l'idée de l'arrivée celui qui était présenté à l'époque comme un démocrate. En tout cas, il semblait envoyer des signaux plutôt différents de ceux du pouvoir d'avant, de celui d'Ahidjo. 43 ans après, pour vous qui avez vécu son arrivée, quel est votre état d'esprit? Quel est le bilan que vous faites alors qu'il s'apprête à demander un 8e mandat? Déception totale. Le président Biya, c'est comme... Il n'y a même pas un point positif, maître. Même pas. Mais moi, je vous laisse les positifs, trouvez-le. Moi, je garde le négatif, parce que c'est ça qui impacte négativement ma vie et qui me fait de la peine et qui me fait souffrir. Le positif, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Cherchez, trouvez, mettez ça sur la place publique. Mais vous savez, il y a tellement de gens qui sont payés pour dire du bien du président. Eux, ils sont payés. Moi, je ne suis pas payé pour dire du bien ni du mal. Du tout. Je parle avec mon cœur. Je parle avec ma chair qui souffre. Je parle avec la compassion pour ceux avec lesquels je vis tous les jours. Je parle avec les tribunaux qui ne fonctionnent pas selon les valeurs de la République. Je parle avec ce qu'on nous a mis en place, ce qu'il a ratifié comme texte, comme loi supérieure, et qu'il viole tous les jours allègrement. Ça, je le vis. C'est mon gagne-pain, la justice. C'est sur ça que je travaille. C'est avec ça que j'élève mes enfants. Vous comprenez que quand vous êtes touché à cet endroit-là de votre vie, ça fait mal. Ça fait mal et ça vous met la révolte ici. On a envie de bondir sur la personne comme une tigresse pour qu'il arrête, pour qu'il desserre les taux, pour qu'il arrête de vous faire mal, de faire mal au vôtre tous les jours, que vous voyez que lui ne voit pas. Il faut cesser ça. 43 ans, Monsieur le Président, on vous a tout donné.
On a veillé à ce que vous ayez les plus beaux appartements où vous dormez, le plus beau palais, le plus beau du Cameroun, que vous viviez dans l'opulence, que vous ne manquiez de rien, les plus belles voitures, les voyages. S'il vous plaît, arrêtez-vous un moment. Et dites, mais au fond, c'est vrai, ils m'ont quand même donné ça, je ne peux pas nier. Mais qu'est-ce que moi je leur ai donné? On ne peut même pas exercer notre liberté d'aller et venir. Vous ne pouvez pas marcher dans la rue. La rue, c'est le bureau du peuple. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'a pas travaillé la route pour qu'elle puisse vous appartenir, pour que vous puissiez l'utiliser, pour aller et venir, exercer ainsi votre droit fondamental d'aller et venir. Vous ne pouvez pas. Oui. Travail, patrie, travail, c'est ignorer le nombre de chômeurs et de gens qui n'ont plus d'avenir. Quand il se lève le matin, il se dit qu'est-ce que je vais faire demain, l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire les enfants. Il n'a pas de réponse. Il voit flou. Il y a un nuage devant lui. Ce n'est pas une vie, Monsieur le Président. L'ancien collaborateur du président de la République, Paul Biya, Issa Chiroma Bakari, dit qu'il est devenu inaccessible. Il a toujours été. Il est très rare. Il a toujours été. Au-delà des dénonciations que vous faites depuis toutes ces années à travers les médias, est-ce que vous avez essayé d'appeler Paul Biya pour lui dire que la direction... Mais je n'ai pas le numéro de téléphone de M. Biya. Vous savez, du temps de son prédécesseur, le président Ahidjo, qui n'avait presque rien en commun avec moi. Il était du Nord, je suis du Sud, musulman, je suis chrétienne, je sais pas, il est né en 1930 et quelques, moi c'est 40 et quelques, bon, on n'avait rien. Mais j'avais osé un jour envoyer une demande d'audience à travers M. Tanko, qui était le président départemental du... Comment s'appelait le parti de l'UNC pour la région du j'aimerais littoral, bien que tu m'obtiennes une audience auprès du président. J'avais une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Il n'avait pas encore 30 ans. Nous sommes dans les années, au début des années 60. 60, oui, 68, 69. Oui. Eh bien, figurez-vous que j'ai attendu, après j'ai oublié. Figurez-vous que lorsque le président Ahidjo a prévu un voyage à Douala, arrivé ici, sur la liste des audiences, parce que quand il est ici, il était ici, il recevait quelques personnes localement. J'étais sur la liste de ces audiences et il m'a reçu. Président Ahidjo, celui qui a nommé Biya, celui qu'on dit qu'il était un dictateur. Moi, j'étais petit, j'avais pas 30 ans. Je venais d'être avocat, mais il était tellement fier qu'il a des avocates femmes qui sont camerounaises, qui vont dans les conférences internationales représenter le pays. Ça le laissait jamais indifférent. Et j'ai eu des audiences du président Biya quand il était Premier ministre. Donc, il me connaît très bien. Très bien. Il me voyait aller chez son patron. Eh bien... Depuis qu'il est président de la République, il n'a jamais reçu la première femme à exercer le métier d'avocat au Cameroun. Pas du tout. Je ne sais même pas s'il peut encore me reconnaître. Mais est-ce que vous avez essayé, comme par le passé avec Ahidjo, est-ce que vous avez essayé d'adresser une demande d'audience? Est-ce que lui, il n'a pas appelé des gens qui n'étaient pas avec lui, qui étaient dans ma situation? Il les a jamais appelés là-bas parce qu'il avait, pour une raison, pour une autre, une mission, alors qu'on... Il me connaît, non? Non. Non. Alors, non, je ne commande pas les visites présidentielles. Du temps d'Ahidjo, là, j'avais un petit problème à lui soumettre. Je lui ai soumis, il l'a réglé. Mais là, avec lui, bon, il n'a pas besoin de moi. Moi non plus, je n'ai pas besoin de lui. Je me débrouille comme je peux, comme tous les Camerounais le font. Et puis on navigue et on va chacun sur des chemins parallèles qui ne se rencontrent jamais apparemment. Donc, comme on le disait, le président Paul Biya est candidat à sa réélection pour un 8e mandat. Il est âgé de 92 ans. Pas besoin de vous demander si vous allez soutenir sa candidature. La réponse, on la connaît. L'opposition camerounaise, par contre, avec le rejet de la candidature de Maurice Kamto, est-ce que vous pensez qu'elle a des chances à l'élection présidentielle qui arrive là? Aucune opposition n'a de chance. Parce que vous prenez le problème sous un angle qui n'est pas le mien. Mon angle est le suivant. Le président Biya, une fois qu'il est au pouvoir, a décidé d'avoir un seul projet à suivre. Lequel? Son projet,
mourir au pouvoir. Oui. Et il a construit tout ce qu'il faut, toutes les marches qu'il faut, les moyens qu'il faut mettre en place, les ressources humaines pour ça, pour cet objectif qui est devenu son projet de vie personnel. Oui. Pendant ce temps, nous, on regarde la Constitution, on dit oui, 7 ans, on va voter les élections. Lui, il a déjà tracé une ligne directe qui va le conduire à arriver à réaliser son projet de vie. Donc, tout ce qui va autour, vous ne pouvez rien. Parce que vous risquez de l'empêcher d'aller là où lui, il a décidé depuis 50 ans d'aller. Il veut être dans le Guinness des gens, des présidents camerounais, du Cameroun, qui ont mis 50 ans au pouvoir. Et ce mandat lui permettra de faire 50 ans. Vous pensez que quelqu'un peut lui demander d'avoir de la sagesse Non. Ce chemin, il l'a tracé, il a communiqué ça à son voisinage, à son personnel, et c'est tout tracé, la feuille de route est là, ils iront jusqu'au bout. Tout à fait. On marque une pause dans cet entretien, le moment de vérité. Je rappelle pour ceux qui nous retrouvent à l'instant que nous sommes en compagnie de Maître Alice Com. C'est la première femme à exercer le métier d'avocat au Cameroun. Elle est également en charge de la défense des droits de l'homme. On reparlera avec elle dans la deuxième partie de notre entretien de l'élection présidentielle à venir, de ses enjeux et également des mécanismes qui sont mis en place par les acteurs de l'opposition pour travailler à une alternance. A tout de suite pour la suite des amis. C'est un bâtiment fumant qui captive les regards des usagers à la douche municipale dans le premier arrondissement de la ville de Douala. 48 heures après l'incendie qui a ravagé les boutiques dans ce lieu commercial, la zone est quadrillée par les éléments de la gendarmerie nationale afin d'empêcher les usagers de pénétrer le périmètre du sinistre qui reste dangereux. Les sapeurs-pompiers s'attellent à éteindre les flammes récalcitrantes qui émanent des chaussures et autres objets en plastique brûlés. Le bâtiment qui était d'une certaine époque aura pris un sérieux coup avec cet incendie qui a fait voler tout en éclats. Propriétaire d'une boutique au premier étage, Marina n'avait pas d'assurance et malheureusement, elle a tout perdu. Malheureusement, moi, je n'avais pas d'assurance. J'ai tout perdu. Et étant donné que c'est dernièrement que j'ai eu l'arrivage, que je prépare la rangée, parce que moi, je prépare, je fais tout. Moi, je fais tout. Je fais les vêtements. J'habille hommes, femmes et enfants. Et femmes complètes. Et on était en pleine saison de rentrée scolaire. En pleine saison de rentrée scolaire, avec les trucs qu'on a achetés pour la rentrée scolaire, qui arrivaient brûlés. Moi, il n'avait pas de magasin, je stockais tout sur place. Approchés, d'autres propriétaires n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro. Car, disent-ils, la tête chauffe. Si l'origine du feu n'est jusqu'ici pas déterminée, les commerçants déplorent la lenteur et la mauvaise préparation des soldats du feu. C'est le cas de Marina une fois de plus, qui n'aurait pas été touchée, dit-elle, si les pompiers étaient arrivés à temps et bien préparés. Avec l'histoire de notre pays, si peut-être que les sapeurs venaient, comme ils sont venus à la fin, c'est que peut-être on devait être épargnés. Mais ils sont venus juste avec un bidon d'eau. S'il vous plaît, on interpelle ici le gouvernement camerounais. Avec les histoires d'incendie de notre pays, il faut beaucoup les outils, beaucoup. L'année passée, c'était de l'autre côté. Les sapeurs viennent toujours avec un bidon d'eau, avec un camion d'eau. Un camion d'eau ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire, puisque s'ils venaient au début en mars, c'est que ça ne devait pas arriver là. On devait quand même réussir à sauver le haut. Une interpellation des autorités qui prend tout son sens quand on sait que la douche municipale est située à seulement quelques centaines de mètres de Bonanjo, le siège de l'administration régionale pour le littoral. Moment
moment de vérité sur Afrique Informe, nous recevons Maître Alice Combes, comme on vous l'a dit d'entame. Alors, pour beaucoup d'acteurs clés du monde politique camerounais, notamment Jean-Michel Ninche, le pouvoir aujourd'hui est géré par procuration. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, Maître Alice Combes? C'est-à-dire que des gens qui considèrent que le président Paul Biya n'est plus là et que sur le champ politique, sur le terrain de l'action, on ne voit que ses collaborateurs. Bah, écoutez, je fais le même constat. Mais je trouve tout à fait normal qu'à son âge, il soit aidé, comme moi. Quand je viens ici, comme c'est le cas aujourd'hui, j'amène mon fils, j'amène ma canne. Je ne faisais pas ça quand j'étais plus jeune. Donc le président, qu'on le veuille ou non, est atteint par la limite d'âge. Pourtant, vous avez 12 ans de moins que lui. Oui, oui, oui. Alors, qu'on le veuille ou pas, il n'est plus en âge de gouverner. Parce qu'on sent que son cerveau est atteint. Ses aptitudes naturelles qu'il avait, qu'il a eues en abondance. Mais ça ne se renouvelle pas. Hein. Ça s'épuise. Et on sent qu'on en est là. C'est pour ça que je pensais que le président aurait pu avoir la sagesse dans son entourage d'écouter ceux qui lui disent « Prépare ta sortie ». Déjà, il y a 7 ans. Il fallait lui dire, bon, profite de ça pour préparer ta sortie et rentrer dans les bonnes pages de l'histoire du Cameroun, notamment dans les annales de la démocratie internationale et mondiale. Voilà. Vous avez Sort de cette catégorie où on dit les chefs d'État africains, des dictateurs, connaissent rien. Parce qu'en plus, tu as étudié tout ça en France. Eh bien, montre que tu es un chef d'État, point. Pas un chef d'État africain. Vous avez parlé du record Guinness tout à l'heure. L'air de rien, si le président de la République est réélu, s'il arrive à la fin de ce mandat, il totalisera 50 ans au pouvoir et finira ce mandat à presque 100 ans. Exactement. Et imaginez qu'on vive très vieux dans son... Il y a des Camerounais qui ont 100 ans. Hein? Bien sûr. Alors nous, on va l'accompagner pendant un siècle. Alors qu'il y a des jeunes ici qui auraient pu se former à son école pendant qu'il est encore vivant. Pourquoi il refuse de passer la main? Pourquoi il refuse d'être un exemple et de prendre la main de ceux qui viennent pour les guider dans la sagesse du pouvoir? Pourquoi? Même ça, il ne peut pas donner. Même ça, avec tout ce que nous, on lui a donné en 43 ans. C'est ça qui m'énerve dans lui. C'est ça que je trouve insupportable. C'est-à-dire, on est dans un contrat du donnant-donnant, du président qui donne à son peuple et le peuple lui donne. Non, il a transformé ça en « moi je prends ». Démerdez-vous, vous autres. C'est ça que je trouve pas supportable. Est-ce que c'est pas parce qu'il a permanemment le sentiment du travail inachevé? Il se dit il faut quelques années de plus pour... Parce que alors, à ce moment-là, il se croit indispensable. Quand il va mourir, alors il va nous laisser comment? Parce qu'il va mourir, comme moi. Raisonner comme ça, ça relève de l'enfantillage et de la folie. On ne fait pas ça. Nous sommes des êtres finis. On a un début et une fin. Il devrait le savoir quand même. Avant lui, il y avait le Cameroun. Pendant lui, il y a eu le Cameroun. Après lui, il y aura un Cameroun. Quelle que soit la personne. Mais il y aura ça. Donc, je ne peux pas accepter ce genre de raisonnement comme venant de lui. Ce serait trop... Non. Il baisserait encore plus dans mon estime. Je ne peux pas l'accepter. Alors, comment est-ce que l'opposition s'organise? Je vous ai déjà posé la question une première fois. Je vous la repose encore. Est-ce que pour vous, il faut absolument une coalition de l'opposition pour essayer, au moins à l'occasion de cette élection présidentielle, de battre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Écoutez, je ne suis pas dans la politique politicienne. Je ne suis pas un chef de parti. Ça, c'est des choses qu'il faut voir au sein de ceux qui avaient la possibilité de concourir à cette élection et qui voient leur équipe diminuer d'un candidat ou de plusieurs candidats, je ne sais pas. Voilà. C'est à eux maintenant de s'organiser. C'est eux l'opposition. C'est eux qui représentent l'opposition. Ce n'est pas moi. Moi, je suis de la société civile. Je suis un citoyen lambda, mais éclairé, qui sait ce que c'est que le président de la République par rapport à la population. Qui sait ce que le président de la République, c'est quelqu'un qui est un mandataire de la population. C'est-à-dire que c'est la population qui a le pouvoir, qui lui donne un mandat pour une durée déterminée.
Et en lui donnant le mandat, lui, il promet d'améliorer les conditions de vie de chacun d'entre nous. Voilà le contrat, en fait, la base de notre relation avec le président de la République. Sauf que nous jouons le nôtre, nous remplissons pleinement notre contrat, mais que lui ne commence même pas. Il pense, à le voir, on a vraiment la nette impression que non, il ne nous doit rien du tout, dans sa tête. Ça m'énerve beaucoup. Tout à fait. Voilà. Mais ce peuple aussi, qui ne conteste pas beaucoup, qui ne parle pas beaucoup, certains parlent du syndrome évoquent le syndrome de Stockholm. Est-ce que, enfin, de deux choses l'une, soit il est résigné, soit il est en accord avec ce qui se fait. Non, le peuple camerounais souffre d'un manque de leadership. Vous savez, en Afrique du Sud, il a fallu qu'il y ait Mandela. Ça, c'est le leadership. Et les gens ont un repère, une personne en qui ils s'identifient ou en qui ils confient leurs espoirs de changement. Ici, vous n'avez personne. Alors, forcément, comme le peuple est éparse, qu'il est partout, dans toutes les couches, en verticale et horizontale, comment voulez-vous qu'on sache où on va? Vous avez un troupeau de moutons, il n'y a pas de berger. Vous croyez que ça va se passer comment? C'est la même chose. Le mal du Cameroun aujourd'hui, c'est l'absence de leadership. Un leader charismatique qui affronte le pouvoir en faisant comprendre, imposer au pouvoir sa place de serviteur. C'est sa place, c'est le serviteur du peuple. Et qui agit comme le peuple doit le faire. Et d'autres rétorquent Voilà. que les manifestations sont généralement réprimées. D'ailleurs, maître, à l'occasion justement des audiences pour le compte du contentieux préélectoral, il y a des Camerounais, lorsqu'il y a des dispositions qui prévoient que en matière électorale, les audiences sont publiques, il y a des Camerounais qui ont essayé d'entrer au palais des congrès, qui ont non seulement été empêchés, mais qui ont été interpellés et qui, au moment où nous parlons, sont encore gardés. Est-ce que c'est pas ce dispositif-là qui finalement fait en sorte que les uns et les autres soient un peu frileux? Ils sont frileux comment? Vous croyez que la révolution de 1789, il n'y a pas eu de mort? Il n'y a pas eu des gens en botte avec des fusils pour chasser le peuple? Le peuple gagne toujours. Il doit prendre ses risques. Sinon, on ne sera plus du tout un peuple. Il faut qu'on puisse assumer parfaitement notre mission jusqu'au bout, parce qu'il y a les générations futures à qui on doit laisser un pays qui marche selon une certaine logique. Pas qu'il y a des moutons qui vont dans tous les sens, il n'y a pas de berger. Nous devons être des bergers. Nous devons canaliser le troupeau. Ce n'est pas le troupeau qui aura tort demain. S'il s'éparpille partout, il y en a qui vont dans l'eau, l'autre dans la brousse, et ils te combattent n'importe où. C'est la faute du berger. Ne me faites pas croire que le Cameroun n'a pas de berger. C'est faux. J'attends qu'ils sortent, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Il y a des jurisprudences, il y a des choses qui se passent ailleurs, on voit. Il y a une façon de mobiliser le peuple. Mais il faut le mobiliser pour lui donner une direction, une mouture, pour lui donner des formes. Sinon, alors tous ceux qui disent je fais la politique, j'aime beaucoup un garçon comme Ekane. Il est vivant, non? Bien sûr. Il a fait la tôle. On lui a tiré dessus 74 piges. Vous avez l'impression qu'il a changé? C'est qu'il est droit dans ses bottes et dans ses convictions. C'est ça qu'il faut. C'est ça le leadership. J'attends que le président Kamto parle aux gens et nous dise qu'est-ce qu'on fait. Il est professeur, qui nous enseigne. Nous qui avons cru en lui, nous qui sommes meurtris parce qu'il ne sera pas notre candidat, on ne pourra pas aller le voter. S'il ne parle pas, qui parle? Qui? J'attends, j'invite M. Kamto à parler. Oui. Ce n'est que comme ça que, s'il lui arrive quoi que ce soit, tout le peuple va aller au bureau. Son bureau, c'est la rue. Pas avant.
Les gens me demandent qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas, moi. J'entends que M. Kamto parle. C'est ça le leader. Il n'imagine pas le nombre de personnes qui sont meurtries par l'injustice qu'il a subie. Il a des mots à leur dire, non? Il dit rien. Inacceptable. Monsieur Kamto, tu es un leader ou pas? Tu as du leadership ou pas? Tu peux conduire le peuple camerounais, non? Comme les Moïse et autres, non? Tu te tais? Non. Je n'accepte pas. Alors maître, avant de sortir de cet entretien, parlons un tout petit peu de votre legs. Vous avez 80 ans, vous l'avez dit. Vous avez commencé à travailler courant des années 60. Vous avez vécu toutes les mutations que le Cameroun a pu connaître, que ce soit la période d'après les indépendances, le vent des libertés courant des années 90. Nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfaite du travail que vous avez mené à titre personnel, mais surtout de ce que vous allez laisser? Vous savez ce que je vais laisser, je suis sûr de ça. Je dois laisser aux enfants, à mes petits-enfants, le goût de la patrie et le goût d'un pays bien géré où chacun à sa place apporte sa contribution pour le développement du pays et l'épanouissement de ses citoyens. C'est ça que je laisse. Je ne doute pas là-dessus, je le laisse. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à reprendre cet héritage? Personne n'est obligé de prendre l'héritage, hein. Vous pouvez renoncer. Mais ce que je sais, c'est que je laisserai cet héritage-là. Je ferai tout pour ça. Je n'aurai pas peur qu'on vienne m'arrêter. Je suis prête à aller en prison. Mandela l'a été. Beaucoup d'autres l'ont été. Ils ont fini président de la République. Encore que moi, je n'ai pas cette ambition. Je veux avoir une retraite douce dans un pays qui marche droit. C'est ce que mes parents m'ont appris. C'est ce que j'apprends à mes enfants. Et c'est ce que je vais pratiquer jusqu'à la fin de mes jours. Quelle que soit la façon dont je suis morte. Tuée ou morte. Maître Alice Combes, merci d'avoir accepté notre entretien. Okay. J'espère que vous avez eu à l'occasion de cet échange, enfin, vous n'avez pas déversé toute votre colère, mais au moins c'est la possibilité de cracher un tout petit peu cracher un tout petit peu votre venin. Oui, vous m'avez donné cette occasion-là, j'avoue que j'ai tout fait un peu. Maintenant, je commence à respirer. Parce que je sais que, surtout votre média, votre télé, est très écouté partout. J'envoie ce souffle de courage et ce souffle d'engagement à tous les Camerounais d'ici et de la diaspora. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller dans vos bureaux. Vos bureaux, c'est la rue. Quand on a des bureaux, on les défend. Personne ne vient mettre des scellés là-dessus n'importe comment. Parce que la procédure de scellé obéit à des règles qui protègent et vous qui utilisez cet endroit-là et vos bureaux. Merci une fois de plus. Merci à vous également, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir regardés dans cette nouvelle édition du Moment de vérité sur Afrique Informe. On se donne rendez-vous très bientôt avec un visage de la vie sociopolitique dans d'autres pays. A très vite, les amis. Portez-vous bien. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, École de commerce et de gestion. SAO Polytech, École de technologie et d'ingénierie. SHS, École des sciences biomédicales. EXA, École supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir.